Sur le confinement et la saturation du système de santé, je crois qu'il est nécessaire d'apporter quelques précisions vécues en fait pour permettre de dire la réalité simplement. La doctrine ventilatoire en réanimation était celle-ci, était de dire, donnée par nos tutelles, les chefs de service pompeux et prestigieux parisiens, et puis les sociétés savantes, la SFAR, la SRLF, a été de dire initialement, les patients, à partir de 6 litres d'oxygène, c'est très grave, il faut décapiter la gravité, donc il faut leur sauter dessus, leur mettre un tube dans la gorge, les mettre sur le ventre et les mettre sous respirateur artificiel. Je ne rentre pas dans les détails techniques, mais c'était à peu près l'idée globale qui était donnée aux cliniciens. Sauf que cette doctrine était absolument fausse. Et qu'au bout de à peine quelques jours et quelques patients, les cliniciens, ceux au lit du malade, ceux qui sont vraiment en train de traiter les gens, se sont rendus compte que c'est pas ce qu'il fallait faire. Qu'au contraire, il valait mieux laisser les gens en service, avec 15 litres d'oxygène, en chier un petit peu, mais qu'au bout de 5 jours, 70% de ces gens-là allaient doucement s'améliorer et ne passeraient jamais en réanimation. Et puis qu'un certain nombre, 30% on va dire à la louche, allaient finir par passer en réanimation. Dans ces 30%, c'est pareil en réanimation, plutôt que de leur sauter dessus, d'être très invasif et d'avoir un niveau d'hiatrogénie majeur, qui fait que ces patients restent pendant 1 mois et demi en réanimation, voire plus, et finalement maintiennent les lits occupés, alors même que votre épidémie augmente de manière exponentielle sur ces mêmes 3 semaines dans lesquelles vous les gardez, et qui fait qu'au bout de 3 semaines, vous vous retrouvez avec plus de lits pour accueillir les gens de 65 ans, vous êtes obligé de faire du triage. Et ben non, au contraire, là, vous allez dire, je vais prendre les gens puis je vais les mettre sous oxygène avec encore plus d'oxygène. On appelle, nous, de l'oxygénothérapie à haut débit, qui permet de mettre 50 litres, 60 litres d'oxygène pur dans le nez des gens, et les laisser vivre ça de manière un peu difficile, mais en tout cas, au bout de 5-6 jours, eux aussi, ou allez, j'exagère, 5 à 10 jours, 70% de ces gens-là vont s'améliorer eux aussi, et sortir de réanimation, et libérer des lits. Et puis seulement 30% de ces 30%, vont eux avoir besoin d'être intubés, ventilés, et d'avoir une réanimation beaucoup plus agressive et beaucoup plus iatrogène, avec beaucoup plus de complications. Ben, le fait de changer de stratégie a été envisagé d'emblée par les cliniciens. Et les gens d'Italie, les gens du Nord, les gens de l'Est, les gens de Marseille l'ont dit. Au bout de 2 ou 3 patients, ils ont dit en fait, ce que nous disent les dogmes et la doctrine ventilatoire des chefs de service est faux. C'est pas ce qu'il faut faire. Parce qu'on rend les gens plus graves, parce qu'on emboucane les lits et qu'on peut plus prendre certains patients, qu'on se retrouve saturé. Et ben, ça a été rapporté aux tutelles. Et de très nombreuses personnes qui ont remonté l'information, ils ont été traités de menteurs. Ils ont été traités d'assassins. Alors qu'à la fin, cette doctrine démontre qu'elle fonctionne mieux. Quand est-ce qu'on va ouvrir le dossier sur la mortalité entre Marseille et Paris en réanimation? Quand est-ce qu'on va ouvrir le dossier? 40% de mortalité à Paris, 17% à Marseille. C'est pas une question de Marseille ou Paris, c'est une question de doctrine ventilatoire utilisée. Et une question aussi de doctrine de triage. D'emblée, nous avons dit, voyons l'exemple de l'Est, de l'Italie, etc., on a dit, en fait, les patients de plus de 80 ans, il va falloir nous convaincre que ça vaut vraiment le coup. Les patients gravataires, en EHPAD, avec un cancer métastatique ou avec des maladies graves, ils vont plutôt être sous le dessous de la pile. Et puis on va prendre les autres. Ça ne va pas nous empêcher de les soigner, on va les soigner quand même, ces gens-là. On va leur donner des anticoagulants, on va leur donner de l'oxygène, on va leur donner des antiviraux dans la phase initiale. Mais il se trouve que dans la phase secondaire, on va aussi leur donner un traitement. Alors à Marseille, nous on a joué avec des molécules onéreuses pour faire plaisir au laboratoire. On a mis du Kineret, de l'anti-IL-1, pour immunomoduler dans cette phase d'orage inflammatoire, et ça a montré quelques résultats qu'on a publiés. Mais il y a d'autres équipes qui ont décidé de faire du tocilizumab à Paris. À mon avis, c'est une mauvaise idée parce que ça met une immunodépression qui va durer pendant plusieurs semaines et qui va faire qu'au bout de quelques semaines, vous allez faire une pneumonie bactérienne grave parce que vous allez guérir de la Covid, de l'orage inflammatoire de la Covid, mais vous allez faire une complication infectieuse derrière qui va vous emporter ou augmenter la morbidité, alors que l'anti-IL-1, le Kineret, est beaucoup plus malléable en fait, a une durée de vie beaucoup moins longue dans le sang et permet d'immunomoduler de manière beaucoup plus subtile. Mais finalement, il y a plein d'équipes qui ne se sont pas embêtées avec ça et qui ont juste dit dans cet orage inflammatoire, on va donner des corticoïdes, la base de l'immunomodulation, et en fait, ça marchait pareil. Donc je résume, un problème de doctrine ventilatoire qui a amené à intuber et ventiler des gens et à les aggraver et à augmenter leur durée d'hospitalisation, à augmenter
la saturation des services de réanimation. Doctrine qui était fausse, puisqu'en faisant autrement, de manière beaucoup moins invasive, en laissant les gens tranquilles et en accompagnant leur maladie et leur guérison, on arrivait à beaucoup moins de morbidité, beaucoup moins de iatrogénie et une durée d'hospitalisation beaucoup plus faible, ainsi qu'un taux d'occupation des lits qui permettait d'être tout à fait raisonnable. La deuxième chose, c'est l'utilisation des thérapeutiques intelligentes, ce qu'on savait et ce qu'on a fait, c'est-à-dire globalement des antiviraux, anticoagulés, de l'oxygène, et puis une immunomodulation X ou Y dans la phase d'orage inflammatoire chez ceux qui ont un orage inflammatoire qui dérape. Et diminuer le niveau d'hiatrogénie surtout, voilà. Essayer d'être moins invasif. Et puis la troisième chose, c'est une doctrine de triage, c'est-à-dire d'accepter l'idée des militaires, de leur plan MASCAL, Mass Casualty, c'est-à-dire un flux saturant de victimes, et de dire, bah voilà, on va être saturé, il va falloir qu'on fasse du triage. Et ça nous a conduit à faire une réunion tous les jours avec les médecins qui étaient dans les services Covid, pour discuter de tous les patients qui étaient limites. Et dire, ok, celui-là, il peut encore rester en service, et ne pas occuper un lit de réa. Celui-là, il est âgé, etc., il va plutôt être sous le dessous de la pile. Mais si jamais il y a de la place, on le prendra. Et finalement, ça a permis d'excellents résultats. Et donc cette maladie, in fine, quand on la prend intelligemment en charge, n'est pas très grave. Cette petite vidéo pour vous dire quelque chose de la dialectique pro-masque versus anti-masque. Il me semble que cette dialectique est stérile en fait, qu'elle n'a pas de raison d'être, que surtout elle appauvrit la pensée, elle évite de rentrer dans quelque chose d'un tout petit peu plus subtil, d'essayer de comprendre les enjeux qui sont derrière. Si vous concevez le masque comme une thérapeutique, alors comme une thérapeutique, il a une dose, il a un protocole d'administration, il a un rationnel théorique derrière, il a une population cible, il a des effets bénéfiques attendus et inattendus, et des effets toxiques attendus et inattendus. Et puis une fois que vous avez fait le travail de déblayer tout ça pour ce traitement, bah, vous devez faire la balance bénéfice-risque dans l'indication que vous avez posée. Prendre en compte la pharmacovigilance, c'est-à-dire une fois que vous l'avez administré, savoir qu'est-ce qui s'est passé derrière, quels effets pragmatiques il a eu, et en conclure si vous devez continuer à le donner ou non, quoi. Ou s'il faut primum non nocere, d'abord ne pas nuire, qui est un des principes fondamentaux en sciences et en médecine. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? On parle des masques chirurgicaux pour tous, à l'intérieur, à l'extérieur, à l'école. Voilà, on parle de ça, quoi. On passe d'une espèce de masque universel dont le rationnel théorique serait d'essayer de diminuer la transmissibilité du virus, de diminuer la propagation virale par la diminution du fameux R0, c'est-à-dire du nombre de personnes qui seraient contaminées par une personne qui est contaminée. Ok, ça c'est le rationnel théorique. Est-ce que diminuer le R0 a un sens? Oui, derrière, ce qu'on cherche à faire, c'est à diminuer le nombre de personnes hospitalisées et le nombre de personnes en réanimation en même temps. Donc à diminuer la charge hospitalière instantanée imposée à l'institution. Bon, c'est un objectif en soi, pourquoi pas. Sauf que le présupposé théorique, c'est que la transmission du virus est l'aérosol de salive, quoi. Mais c'est partiellement vrai, puisque on sait qu'il y a des transmissions manuportées, il y a des transmissions peut-être par les surfaces, et donc la modélisation de la transmission du virus elle-même est imparfaite. Donc ce port du masque en lui-même, s'il induit une augmentation des transmissions manuportées ou par les surfaces, va être contre-productif quelque part. Et c'est probablement le cas. Ensuite, il y a la question de mais faut-il vraiment diminuer le R0? Est-ce qu'il ne faut pas laisser les gens se contaminer? Au fond, pourquoi les virus galopent sur Terre? Si ce n'est pour nous permettre, année après année, de maintenir un thermostat immunitaire qui soit plutôt adapté en fait à l'environnement dans lequel on vit. Et qui nous permette de vivre en une bonne interaction tout à fait raisonnable avec les pathogènes et le monde dans lequel on vit, et une interaction qui ne soit pas simplement du domaine du conflit, mais plutôt du domaine diplomatique, qui soit une interaction faite d'égard à l'égard des agents infectieux. C'est pour ça que chez l'enfant, on pose en principe que la plupart des maladies infantiles sont des maladies adaptatives, et qu'elles sont nécessaires à forger un système immunitaire qui fasse sens pour permettre une vie d'adulte
en bonne interaction immunitaire avec le monde. Pourquoi pas chez l'adulte? Une drôle de question. Bah oui, parce qu'il y a des formes graves. Mais ces formes graves, elles ne surviennent pas chez n'importe qui. Et donc, on pourrait considérer qu'il serait très bon de laisser les gens faire leur immunité, quelle qu'elle soit, et que les marqueurs sérologiques sont des mauvais marqueurs de cette immunité, parce qu'en fait, elle dépasse simplement la création d'IgG sur une sérologie. C'est plus complexe que ça, en fait, de vivre en interaction avec un pathogène. Donc, la question de laisser l'immunité se faire et de ne pas limiter le R0, en termes de population générale, pourrait être tout à fait intéressante. Si on considère qu'il faut protéger les gens qui vont faire des formes graves. Encore faut-il connaître les gens qui font des formes graves. Or, on les connaît. Les gens qui font des formes graves sont les gens obèses, diabétiques, hypertendus, immunodéprimés. Alors, c'est ceux-là qui convient de protéger. Et on peut les protéger de manière beaucoup plus spécifique en leur faisant porter un masque FFP2 en fait, et diminuer le coût induit sur la société, et beaucoup mieux les protéger, parce que le masque chirurgical ne les protège pas en fait. L'autre chose, c'est que il faut que la thérapeutique soit possible dans son schéma d'administration. Or, actuellement, mettre un masque en extérieur est une imposture. Vous allez mettre un masque et puis vous allez aller aux toilettes. Enfin, vous allez aller vous asseoir à une terrasse de café, vous allez l'enlever, puis vous allez aux toilettes, vous allez le remettre, puis vous allez discuter avec des copains un peu plus loin, vous allez l'enlever. En fait, ça n'a aucun sens. De même, pour vous en débarrasser, il s'agirait normalement de le mettre dans une poubelle dasserie qui doit être brûlé. C'est pas du tout le cas. Il va traîner dans votre poche pendant des semaines. Pareil, votre masque pour aller au supermarché va être le même, celui d'il y a 3 semaines en fait. Donc quelque part, il y a une vraie imposture en fait, et même probablement un caractère délétère dans le fait de donner ce masque-là. De même, chez l'enfant, à l'école, on force à mettre un masque pendant toute la journée, à s'étouffer en dessous, à avoir des problèmes de concentration, à ne pas voir le visage de la personne en face, alors que les enfants vont ensuite aller courir au parc, ou bien, pour les plus grands, aller fumer une cigarette devant le bahut, ou faire des bisous, et c'est complètement une imposture en fait. Donc, et tout le monde le sait que c'est une imposture. Donc le masque devient autre chose. Euh, et on oublie à ce moment-là que le masque peut être utile au contraire, est utile chez les soignants notamment, pour diminuer le fait qu'ils soient malades et permettre qu'ils restent au travail, et puis diminuer le fait qu'ils transmettent éventuellement à des sujets fragiles, qui sont les sujets hospitalisés par définition. Donc il y a une confusion. Les effets secondaires systémiques ne sont jamais considérés. Les épidémiologistes du Covid, dans leur vision tunnel, ne regardant que le Covid, ne regardent pas autre chose. Or, il y a autre chose. Il y a des vagues de suicide, il y a des vagues de dépression, il y a des vagues de schizophrénie, il y a des négligences des pathologies habituellement faites, il y a des diminutions des interactions entre les personnes âgées et les personnes plus jeunes par peur de contaminer les personnes âgées, et vraiment par peur en fait, une peur irrationnelle, et en oubliant qu'il est probablement plus important pour la santé de ces personnes de maintenir des interactions sociales de très bonne qualité, pour les maintenir comme il faut. Enfin, il y a une tâche aveugle, c'est que toute cette stratégie réside sur l'idée que tout devrait être supporté par l'hôpital, par l'institution hospitalière. Or, à l'évidence, c'est une maladie qui se traite de manière ambulatoire. L'ensemble des traitements nécessaires aujourd'hui sont absolument possibles à mettre en place par un généraliste, dans un réseau de soins bien construit ou dans même une hospitalisation à domicile. Puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de donner des antiviraux dans la phase virale initiale, des anticoagulants, ensuite éventuellement des corticoïdes dans la phase de réaction inflammatoire et de désordre dysimmunitaire, et d'oxygénothérapie qui jusqu'à une certaine dose peut être administrée à la maison, jusqu'à 3 litres par minute, on peut la donner à la maison, et au contraire faire des systèmes d'alarme qui marchent très bien avec des réseaux de soins infirmiers et des médecins qui passent à domicile. Donc l'ensemble de la stratégie est fausse, et l'ensemble des effets secondaires induits est trop important pour pouvoir recommander cette thérapeutique telle qu'elle est. En revanche, nous recommandons de porter des FFP2 pour les personnes qui ont peur, les personnes qui sont à risque, qui sont en surpoids, qui sont immunodéprimées, ou qui ont des pathologies chroniques lourdes, ou une hypertension artérielle ou un diabète. Donc les personnes à risque de faire des formes de graves. Et nous prétendons que cette stratégie-là sera infiniment plus cost-effective pour notre société et pour l'endiguement de l'épidémie de Covid. Donc nous proposons de sortir de cette dialectique pro-masque, anti-masque. Il ne s'agit pas d'être pro ou anti, il s'agit de bien faire le compte des bénéfices et des effets secondaires induits. En l'occurrence, primum non nocere doit primer.
Nous sommes extrêmement délétères à notre société, nous détruisons le nous détricotons les interactions entre les humains par cette chose-là, nous créons des petits capots en charge de faire respecter l'ordre sans savoir vraiment pourquoi, nous créons de l'autre côté des indisciplinés qui ne seront plus d'accord avec rien, nous montons la police contre sa population, la population contre sa police, tout ça est extrêmement nauséabond, délétère, nous devons en sortir. Je voudrais dire un petit mot de la maltraitance traumatique. Actuellement, la narration politique et médiatique qui est faite autour de la Covid-19 poursuit l'objectif de réactiver le traumatisme initial. Le traumatisme initial, pour certains, est celui de la maladie, pour certains, est celui de la perte de certains proches, mais finalement très peu. Pour certains, est celui du confinement, pour certains, est celui du retour des Auschwitz, qu'on n'avait pas vu depuis 1940. Et tout ça est extrêmement traumatisant. Ce traumatisme, finalement, correspond à l'idée qu'il y a une cicatrice dans le cerveau, et que cette cicatrice dans le cerveau, si jamais les voies synaptiques sont reprises de la même façon, parce qu'on va fouetter un tout petit peu le traumatisme, on va le réactiver, finalement toute la charge émotionnelle va revenir intacte en même temps au présent, et donc contaminer le présent. Alors que vous étiez joyeux, content, on vous rappelle cette histoire-là, vous êtes pris d'une angoisse incroyable, et vous continuez d'être maintenu dans l'angoisse. Actuellement, tous les jours, Jean Castex est très inquiet. Faut-il s'inquiéter du coronavirus? Faut-il s'inquiéter de l'activation? Une augmentation exponentielle du nombre de cas positifs. En fait, on fouette de manière quotidienne votre mémoire traumatique. Un peu comme un enfant battu. Finalement, le père n'a qu'à lever la main et l'enfant est tapi dans un coin de la maison en se disant « Ouh là là, je vais me prendre quelque chose ». Il n'y a presque même pas besoin de le taper dessus pour qu'il revive exactement les mêmes émotions et les mêmes sensations. Émotions et sensations qui sont extrêmement perverses. Puisqu'elles correspondent aussi, pour l'enfant battu, à une incompréhension, puisque les messages vont être contradictoires. La personne qui le bat va lui dire « Oui, mais je t'aime, excuse-moi, j'étais fatigué, je suis tellement nul, etc. » On est exactement dans la même dynamique, avec un enfant qui, in fine, a du mal à accuser son bourreau, a du mal à savoir quel est le juste et l'injuste, et même dans un sentiment de culpabilité. Ah, mais j'ai pas bien rangé mon cartable, et puis j'avais vu qu'il avait bu, j'aurais pas dû dire ça, c'était normal que je me sache tâter dessus. Non, non, pas du tout. Donc actuellement, une bonne partie des Français sont dans cette mémoire traumatique réactivée en permanence et ne voient pas qui est leur bourreau. N'arrivent pas à le voir de manière claire. Sont même à trouver des excuses au gouvernement, trouver des excuses à la politique sanitaire. Ah, ce pauvre Édouard Philippe, regardez comme sa barbe a blanchi, le pauvre, qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place? Ouais. Et ben on est en plein dans une dynamique victimaire traumatique qui est extrêmement toxique et qui est utilisée par les médias de manière absolument volontaire, parce que quand vous avez quelqu'un sous votre coupe de manière traumatique, vous pouvez lui faire ce que vous voulez. Actuellement, le niveau de preuve pour dire qu'il faut des masques aux enfants, je le cherche au niveau scientifique. Les enfants ne sont pas malades, ne sont pas vecteurs, ne sont pas contaminants et n'ont pas besoin d'avoir des masques. N'ont pas besoin d'être dans des cerceaux, non plus que les institutrices. Donc je vous invite à essayer de réfléchir sur comment sortir du traumatisme. En fait, c'est compliqué. Boris Cyrulnik peut sûrement nous donner des pistes, et ça n'a pas à voir avec la raison. Vous aurez beau montrer les courbes épidémiologiques à des gens traumatisés, en fait, il va falloir faire autrement et avoir beaucoup d'empathie, beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance pour arriver à les soigner de ce traumatisme. Ma prescription, éteignez la télé, éteignez vos téléphones, renouez avec le réel, avec vos voisins, avec la réalité, retouchez du doigt du réel. Prenez soin de vous, prenez soin des autres.